Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1085 et mon Dieu il faut en parler parce que c'est une dinguerie. En ce moment, One Piece est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle dimension et ça pour notre plus grand plaisir. Donc, la vérité sur Im et la famille Nefertari, les pouvoirs du Gorosei, l'exécution de Cobra et l'enfer sur Terre, on va en parler tous ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, si vous aimez ce qu'on propose, n'hésitez pas à lâcher un j'aime pour nous encourager, à vous abonner pour rejoindre l'équipage et à mettre la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, le chapitre commence directement dans la salle du trône, où on revient à la discussion entre Cobra et Im, et de cette courte discussion, on peut apprendre beaucoup de choses. Déjà, évidemment, Cobra est surpris de voir quelqu'un s'asseoir sur le trône vide, alors qu'il est censé être un symbole de démocratie. Mais très vite, quelque chose d'encore plus fou va se passer, parce que pour la première fois, on voit Im prendre la parole. Ce qui est un événement marquant. Et bien sûr, on attend la sortie de l'épisode en animé pour voir s'il pourra nous donner des détails sur sa voix et donc son sexe. Est-ce que c'est un homme ou une femme? J'ai ma théorie dessus et on va y venir. Du coup, la discussion entre Im et Cobra commence et il y a quelques détails intéressants. Déjà, Im parle à la troisième personne, mais elle s'appelle Mu, ce qui peut être un pronom personnel en japonais voulant dire moi, mais peut aussi vouloir dire le vide. Ce qui pourrait indiquer qu'Im puisse ne plus être humain. Pourquoi plus? Parce que pendant sa discussion avec Cobra, on va voir ce dernier faire la remarque que le nom Imu semblait faire partie de l'un des noms des 20 rois fondateurs du gouvernement. Chose qui serait complètement folle, étant donné que ça voudrait dire que non seulement Im est un dragon céleste, mais aussi qu'il est possible que certains des membres de sa famille puissent toujours être en vie. Et on pourrait déjà savoir qui. On ne connaît pour l'instant qu'une seule famille à avoir délaissé son pouvoir dans un royaume pour rejoindre les dragons célestes, la famille Don Quijote. On remarque aussi tous les parallèles qui existent entre Doflamingo et Im. Est-ce qu'Oda aurait donné des lunettes à Doflamingo parce que ses yeux seraient semblables à ceux d'Im? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est une piste de réflexion intéressante quand on connaît surtout les parallèles entre les arcs d'Alabasta et Dressrosa, et même ceux qui sont faits entre Crocodile et Doflamingo. Là encore, il y aurait un lien, cette fois entre l'ancien roi de Dressrosa, Imu, de la famille Don Quijote, et Lily, de la famille Nefertari. Mais ça, on en reparlera après. Évidemment, il faut garder en tête la possibilité qu'Im soit d'une famille qui nous est toujours inconnue. Mais j'ai trouvé ce parallèle avec Doflamingo intéressant et j'ai voulu vous le présenter. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. Les sujets de la lettre D et celui des poneglyphes font aussi surface. Et on apprend que Lily est non seulement celle qui est à l'origine de la quête pour le One Piece, mais c'est aussi grâce à elle que les poneglyphes sont toujours accessibles. Im dit même que les poneglyphes pourraient faire partie d'un plus gros plan, et Im précise que ce serait grâce à la lettre de Lily, ce qui confirme notre hypothèse du dernier chapitre où on avait dit que le scénario le plus probable était qu'Im n'était pas Lily et que Lily était une alliée du clan D, qui avait justement trahi le gouvernement et avait envoyé une lettre à son royaume avant d'être assassiné pour les informer de quelque chose concernant ce clan. Mais le chapitre vient rajouter de nouvelles informations extrêmement importantes pour comprendre les actions de Lily. Parce qu'on apprend qu'en fait, cette dernière portait la lettre dans son nom, chose qui nous est révélée par Cobra. Le D mentionné dans la lettre était en fait celui de sa signature, Nefertari D Lily, voulant dire que les Nefertari font eux aussi partie du clan D. Le message lui-même de la lettre nous est caché, mais on essaiera de le décoder ensemble après, parce que je pense qu'il est plutôt évident. La chose selon moi qui est vraiment intéressante, c'est la réaction d'Im lorsque Cobra a mentionné que Lily faisait partie du clan D. Im s'en doutait clairement, mais il n'en était pas convaincu. On le voit pousser Cobra à lui donner le vrai nom de Lily, comme s'il cherchait à confirmer ses doutes, et quand Cobra révèle qu'elle porte bien l'initiale, on voit clairement son énervement,
presque comme s'il se sentait trahi. Alors, pourquoi est-ce que je le désigne au masculin? Parce que je commence à penser qu'Im pourrait être un homme. Et voilà pourquoi. Déjà, il faut regarder la manière dont la salle des fleurs, qui semble d'ailleurs tenir son nom de Lily, qui est le nom d'une fleur, et qui serait son tombeau, expliquant l'épée au milieu du jardin, on peut voir que la salle est décorée, ensoleillée presque et belle. Mais quand on regarde la salle qui est censée représenter Joy Boy, c'est une chambre sombre, froide. À travers le choix de décoration, on peut lire les sentiments d'Im envers Lily et envers Joy Boy, de l'amour pour Lily et de la haine pour Joy Boy. L'explication la plus logique selon moi serait la jalousie. Im, roi de Dressrosa à l'époque, était tombé amoureux de la reine Lily d'Alabasta. Lorsqu'il détruit l'ancien royaume et créa le gouvernement mondial, il l'invita naturellement à le rejoindre. Mais un détail lui échappa, que cette dernière était membre du clan qui l'opposait si vaillamment. Et tout comme Vivi, qui était à la base infiltrée chez ceux qui menaçaient son pays, Lily aussi était infiltrée chez le gouvernement et aurait volontairement caché l'existence d'Udi dans son nom, et une fois qu'elle a découvert leur plan, elle les a trahis et a rédigé sa lettre à Alabasta avant de se faire assassiner. Ce qui expliquerait donc la réaction plutôt impulsive d'Im lorsqu'il attaque Cobra après ses paroles. Mais on développera cette théorie dans une vidéo à venir. Donc, pour en revenir au chapitre, après la révélation de Cobra, ce dernier va se faire brutalement attaquer par Im, ce qui va nous donner un aperçu de ses pouvoirs. On peut voir ce que certains qualifieraient d'une flèche, mais quand on prend en compte la thématique du chapitre, je vois plus une queue de diable personnellement. Et si Im avait un fruit de nature démoniaque? Personnellement, je trouve que ça serait incroyable au niveau de la métaphore, parce que, tout comme le diable dans les religions, Im représente cette figure qui empêche l'humanité d'être sur le droit chemin, mais est aussi la force opposée à Dieu, qui dans le contexte de One Piece est Nika, le dieu du soleil. Luffy représente la liberté et Im l'obscurantisme, donc ce serait une métaphore magnifique qu'il ait un fruit démoniaque. En plus, après l'attaque de Cobra, on peut voir Sabo, qui était déjà dans la salle du trône et qui avait déjà assisté à la scène, intervenir et attaquer Im ainsi que le Gorosei. Une attaque qui a littéralement été arrêtée sans problème par Im, qui va manger son poids ardent, et là encore on peut voir son visage démoniaque, et on se demande vraiment s'il n'a pas mangé un fruit de ce type. Quand on voit surtout ce qui arrive après, ça devient encore plus probable, parce que dans la foulée, le Gorosei va aussi nous dévoiler leur pouvoir, et c'est là que les choses vont quand même commencer à être un peu confuses. On peut voir leur forme changer et des monstres apparaître, presque des démons, ce qui collerait bien à cause de ce qu'on a vu avec Im. Surtout que Sabo fait la remarque qu'il a l'impression d'être en enfer, ce qui va dans la direction de cette hypothèse. Les pouvoirs d'Im et du Gorosei semblent même être connectés, ce qui dépasse l'entendement. Mais il faut garder en tête que ces formes sombres pourraient en fait être tout simplement un choix volontaire de l'auteur pour nous cacher leurs vraies apparences et nous plonger dans la confusion. Ces fruits pourraient être complètement différents de ce qui nous est montré. D'ailleurs, on peut voir que certaines de leurs formes ressemblent à des Zoans mythiques. On peut en voir d'ailleurs une qui ressemble à une sorte d'oiseau géant et une autre qui ressemble à un Zoan éveillé, étant donné qu'on voit une fumée semblable à celle de Luffy et Lucci. Donc, ils pourraient ne pas être des démons, mais des Zoans mythiques. Oda a vraiment réussi à semer la confusion chez le lecteur avec ce chapitre et avec cette partie surtout, mais étant donné les mots de Sabo, je pense que même s'ils sont des Zoans mythiques, ils auront un rapport avec l'enfer. Donc, on attend d'en savoir plus à ce sujet, parce que peu importe les fruits qu'ils possèdent, je doute que l'auteur révèle leur nature maintenant. Mais une chose est sûre, le Gorosei va constituer une menace comme on l'avait prévu. Le fait qu'ils ne semblent pas vieillir, leur construction physique, leurs armes et maintenant leur pouvoir, tous ces éléments indiquaient leur puissance et pourraient expliquer comment le gouvernement a continué à dominer le monde pendant ces 800 ans justement. Avec l'arrivée de Saturne sur Egghead, un combat pourrait suivre entre lui et Luffy, ce qui nous donnerait une meilleure idée de leur puissance, ce qui serait très intéressant. Avec Luffy qui est maintenant devenu un empereur, pour que le manga soit toujours intéressant au niveau des combats, il faudrait faire entrer de nouvelles forces dans l'équation. Et avec ce chapitre et les révélations sur le Gorosei, mais aussi avec les Chevaliers Célestes et les Séraphins, Oda vient peut-être de bouleverser les échelles de puissance, ce qui risque de refaire naître ce sentiment d'inquiétude pour les Mugiwara et les pirates chez nous, mais pour ça, on doit d'abord voir de quoi ils sont vraiment capables. Parce que pour l'instant, on ne les a pas vus vraiment se confronter à un adversaire puissant en 1 contre 1,
Donc on sera obligé d'attendre pour voir ce qu'ils valent vraiment. Du coup, le combat dans la salle du trône va se poursuivre et on verra Sabo tenter de sauver Cobra, qui avait reçu une grave blessure. Mais après que lui et Sabo aussi cette fois soient à nouveau touchés, sentant que sa fin était proche puisqu'étant déjà malade et conscient qu'il pourrait ralentir Sabo, Cobra va se sacrifier pour permettre à l'histoire d'être transmise et va demander à ce dernier de transmettre un message à Luffy de sa part, que lui et Vivi font tous les deux partie du clan D. Alors déjà, je pense qu'il faut dire que Cobra, il vient de rejoindre les rangs des légendes comme Clover avec son sacrifice. Mais par contre, sa décision de transmettre le message à Luffy, ça j'en suis pas si sûr, parce que Luffy, il en a un peu rien à faire de cette initiale. Mais je suis sûr que bon, cette information sera utile à Robin, donc voilà, elle saura sûrement quoi faire avec ça. D'ailleurs, concernant la lettre D, on a un flashback intéressant avec Ace, Sabo et Luffy. Je veux m'arrêter un peu dessus, parce que j'ai volontairement choisi de ne pas adresser les paroles d'Im au début du chapitre sur cette lettre, parce que je pense que ces paroles, associées à ce flashback et aux derniers mots de Cobra, nous permettent de faire une théorie intéressante sur la vraie signification de cette lettre. Au début du chapitre, Im nous apprend que les Dee étaient les ennemis du gouvernement il y a 800 ans, chose qu'on avait jusqu'à présent tous déjà assumée. Il poursuit en disant que les porteurs actuels du Dee ne sont qu'un écho de leurs ancêtres, et n'ont aucune connaissance de la signification de cette initiale. Mais Oda pourrait nous avoir donné toutes les infos nécessaires pour la comprendre. Oda ne fait rien par hasard. Et après la demande de Cobra à Sabo, on a un flashback où ce dernier se rappelle avoir demandé à Ace et Luffy la signification de cette lettre. Et Ace, en rigolant, lui répond qu'il ne savait pas, mais que s'il voulait, il pouvait la prendre lui aussi, et Ace l'a appelé Sadibo pour rigoler, et Sabo lui demande pourquoi il l'a placé spécifiquement là-bas. Et c'est là où le flashback se termine. Et je pense que dans ce flashback, Oda nous a révélé comment la lettre D est apparue. Elle aurait tout simplement été choisie ou donnée par ceux qui ont affronté le gouvernement, comme un signe d'authentification afin que dans le futur, leurs descendants puissent se reconnaître et continuer le combat qu'ils avaient commencé. Et ils auraient décidé que cette lettre devrait figurer au milieu de leur nom complet, comme c'est le cas avec tous les Dee connus à ce jour. Mais alors, quelle serait la signification de cette lettre? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans les derniers mots de Cobra à Sabo. À la fin de cette partie du chapitre, au moment de son sacrifice, Cobra choisit bien ses mots. Même si l'auteur tente de les cacher avec le hurlement de ce qui semble être l'un des membres transformés du Gorosei, je pense avoir réussi à décoder ces paroles. Et il aurait dit « Les poneglyphes doivent être protégés, faites flotter le drapeau qui annonce l'aube du monde, Nefertari dit Lily » et aurait, dans ces dernières paroles, révélé le contenu de la lettre de Lily. Mais le mot aube, vous le savez sûrement, en anglais se traduit dawn, qui commence avec la lettre D et qui est un thème récurrent dans One Piece. Je pense que ce mot est la véritable signification du Dee. D'autres éléments viennent soutenir cette théorie. Cobra dit de faire flotter le drapeau qui annonce l'aube. Dans la communauté One Piece, il est connu que l'aube et le lever du soleil reflètent parfaitement l'allure du chapeau de paille jusqu'à son ruban rouge. Et donc, quel drapeau dans One Piece serait le plus représentatif de l'aube? Bien sûr, celui avec un chapeau de paille, donc celui de Monkey D. Luffy, celui de Joy Boy. La lettre D représenterait alors ceux qui ont juré à travers le choix de porter cette lettre de revenir un jour à travers leurs descendants et de se battre aux côtés du drapeau qui annoncera l'aube, et donc aux côtés de l'équipage du chapeau de paille. Le D serait donc une référence à l'aube et au chapeau de paille, autour de qui ils se rassembleront à nouveau dans le futur. Cette théorie a plus d'éléments pour l'appuyer et sera développée dans une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Donc je compte sur vous pour être présent. Du coup, maintenant que vous avez mon avis sur la question, on en revient au chapitre. Après ces paroles, Cobra rend l'âme et confie ses espoirs à Sabo. On apprend alors comment la photo de ce dernier dans le journal a été prise. Et comme on l'avait prévu, un escargophone faisant office de caméra de surveillance a pris la photo hors contexte de Sabo, seul devant le corps de Cobra, qui venait d'être assassiné par Im et le Gorosei. Mais plus fou encore, on apprend que Wapol, à travers un trou, a vu toute la scène et s'est enfui après avoir réalisé qu'il avait été repéré et qu'il venait de mettre sa propre vie en danger en apprenant le plus grand secret du gouvernement, l'existence du roi suprême Im. En prenant la fuite, Wapol va passer à travers une salle dans laquelle Vivi était captive du CP0. On ne sait pas exactement pourquoi,
mais je pense que c'était évidemment une décision du Gorosei Edim. Et cette dernière va profiter du chaos provoqué par son entrée pour s'accrocher à lui et réussir à s'enfuir. Ce qui est assez drôle d'ailleurs parce qu'à la fin du chapitre, la femme de Wapol les surprend et pense qu'il est en train de partir avec elle et que c'est sa maîtresse. Donc voilà, ça c'était un petit moment du chapitre qui nous a fait rire à côté de tout ce qui est sérieux. J'ai trouvé ça personnellement assez drôle. Et donc, le départ de Vivi avec Wapol explique pourquoi ils étaient ensemble au chapitre 1077. Et quand on sait que Morgans était présent avec eux, on s'aperçoit que le monde de One Piece pourrait subir un bouleversement total. Si Wapol venait à révéler ces informations à ce dernier, tout semble pointer dans la direction d'une véritable guerre mondiale. Une guerre dont l'élément déclencheur serait la découverte du One Piece, qui, couplé au soulèvement révolutionnaire, aux événements de la rêverie et aux révélations de Wapol, pourrait avoir lieu. Une guerre qui, comme annoncé par Barbe Blanche à Marineford, plongerait le monde dans le chaos. Une guerre où les Dee, ainsi que leurs alliés, se réuniront tous autour du drapeau qui annonce l'aube pour faire tomber ceux qui, depuis 800 ans, plongent le monde dans les ténèbres. En plus, juste avant l'échappée de Wapol, on apprend aussi de la discussion entre le CP0 et Vivi que Léo et Sai avaient fièrement déclaré leur appartenance à la flotte du chapeau de paille après leur tentative de meurtre sur Saint-Charlos. Ce qui risque d'être mentionné par Saturne lors de sa rencontre avec Luffy. Donc c'est avec impatience qu'on attend la sortie des prochains chapitres pour voir ce que ça va donner. Un autre élément que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'on nous révèle que Fujitora et Ryukugyu se sont affrontés parce que l'homme, la légende Fujitora, laissait volontairement s'échapper les esclaves des dragons célestes. Et comme on sait que les amiraux ont des devoirs envers ces derniers, ça pourrait être le début d'une cassure entre Fujitora et la marine. Ce dernier pourrait alors plus tard, pourquoi pas, rejoindre l'unité Sword et se ranger du côté des ex-marines qui risquent probablement un jour de se retourner contre le gouvernement et se battre aux côtés de Joy Boy. On arrive donc à la fin de la review et vraiment, quel chapitre, mais incroyable. Celui-là mérite vraiment de porter le nom de Masterclass parce que c'est vraiment un chapitre qui va marquer One Piece et bien sûr, on va vous préparer des vidéos parallèles sur les sujets. La lettre D, le lien entre Im, Lily et Joy Boy, ainsi que la guerre finale, elles ne sortiront pas maintenant parce que je veux bien les préparer, mais je tenais à vous l'annoncer déjà. Et en attendant, les bases pour ces théories sont déjà présentes dans cette review. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est la vraie signification du D? Quels sont les pouvoirs d'Im et du Gorosei? Vous pensez quoi des actions de Fujitora et de leurs possibles conséquences? Vous avez pensé quoi de ce chapitre de fou en général? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Du coup, mettez un j'aime et partagez si ça vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.